Bonjour à toutes et à tous. À l'occasion de cette journée partenaire, nous tenions, il est important qu'on puisse parler de rétablissement. Donc nous avons décidé d'organiser une table ronde sur cette thématique, une thématique qui nous est très chère, qui nous anime. Depuis la transformation de notre dispositif, nous œuvrons autour de ce concept de rétablissement. Donc ça fait plus de pratiquement une dizaine d'années. Il est important de nous de travailler sur ce concept de rétablissement, redonner le pouvoir d'agir, assez fondamental pour pouvoir effectivement créer un environnement propice à l'épanouissement et à l'autonomisation des personnes que l'on accompagne. Donc je voulais remercier tous les intervenantes de cette table ronde qui ont bien voulu répondre à notre invitation, et puis vous remercier aussi, vous avez été nombreux à vous inscrire sur cette table ronde, comme quoi il y a un intérêt aussi sur cette notion de rétablissement. Donc merci à vous. On avait une jauge de 50 et qu'on a effectivement augmenté à 60, et il y a des personnes aussi qui n'ont pas pu s'inscrire, donc on va filmer cette table ronde pour pouvoir la communiquer. Cette table ronde va être filmée par notre atelier intermédiaire au niveau de l'UIP, de notre unité d'insertion professionnelle. Donc, pour animer cette table ronde, je vais vous présenter Audrey Péan, médiatrice santé père, qui est parmi nous depuis janvier 2023. Et donc je vais passer la parole, et qui a la lourde tâche d'animer cette table ronde. Donc je vous souhaite passer un bon moment, et puis n'hésitez pas, on a prévu un petit temps de questions, bien que la table ronde soit d'1 heure, mais c'est pour vous mettre en appétit autour de cette thématique. Bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer par présenter les différents acteurs de la table ronde. Donc on commence par Olivier Joanneau, médiateur de santé père au DMSHP au sein de l'ADPI ARIA. Olivier est animé par les questions entre social et psychologique, mais aussi par la prise de conscience de ce qui sous-tend les rapports de domination et de discrédit dans la santé mentale. À côté d'Olivier, nous avons Géraldine Gué, personne accompagnée par l'UMSS, unité mobile de soutien spécialisée et en stage au DMSHP pour devenir médiatrice de santé père. À côté de Géraldine, nous avons Anne Zambon, assistante sociale à l'équipe d'appui et de coordination au DMSHP, présente depuis la création du DMSHP. Ensuite, nous avons Sophie Deloppe, responsable du CREPSI Pays de la Loire, Centre Ressources Handicap Psychique et du CREABS, Centre Support en soins de réhabilitation psychosociale. Et en quelques mots, Sophie Deloppe soutient une réflexion régionale autour du développement de la pérédance depuis 2017. À côté de Sophie, nous avons Pauline Chemla, déléguée départementale de l'UNAFAM Vendée. L'UNAFAM, c'est l'Union nationale des familles et amis de personnes malades et ou handicapées psychiques. En Vendée, il y a 215 familles adhérentes et au niveau national, 15 à 16 000 familles adhérentes. Et à côté de Pauline Chemla, nous avons Roselyne Touroud, qui a été vice-présidente de l'UNAFAM au niveau national pendant 9 ans et qui aujourd'hui est référente nationale UNAFAM pour l'accès aux droits des personnes handicapées, psychiques et des familles. Roselyne contribue également à la formation des médiateurs de santé père de Bordeaux, entre autres. Marraine de la journée partenaire également. Donc dès à présent, je vais dérouler le contenu de la table ronde. Nous allons voir le rétablissement et la place de la personne accompagnée sous différents angles. En forme d'entonnoir, nous allons partir de la notion de rétablissement au sein du DMSHP, présenté par Olivier, médiateur de santé père, puis au travers du témoignage de Géraldine, personne accompagnée, et enfin, comment le rétablissement est incarné au DMSHP, partie développée par Anne, assistante sociale. Nous allons poursuivre en ouvrant sur un plan régional en Pays de la Loire avec Sophie, responsable du CREPSI, puis sur un plan national avec l'UNAFAM par Pauline, déléguée départementale en Vendée, et Roselyne, référente nationale de l'UNAFAM. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, afin de savoir ce qu'est le rétablissement, Olivier Joanneau, médiateur de santé père au DMSHP, nous présente ce que c'est. Donc Olivier, est-ce que tu peux nous expliquer, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la philosophie du rétablissement et comment et à partir de quoi pourrais-tu la définir? Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde.
Donc pour définir le rétablissement, moi j'ai l'habitude de dire souvent, si on devait donner une définition très succincte et compréhensible au plus grand nombre, on pourrait dire que la philosophie du rétablissement pose avant tout le postulat que le fait d'avoir vécu ou de vivre avec... Alors j'emploie plusieurs mots, vous pourrez me poser la question plus tard pourquoi j'en emploie plusieurs, mais le postulat que le fait d'avoir vécu ou de vivre avec une difficulté psychique, un trouble psychique ou une maladie psychique n'empêche pas de mener ou de regagner une vie satisfaisante ou épanouissante. On peut dire aussi que le rétablissement est une philosophie qui va plus loin que la simple vision parfois réductrice du discours médical, qui considère que l'allègement de symptômes est d'une stabilité psychique comme le but ultime. Je peux donner un petit exemple aussi de Vincent de Massieu, c'est le président du réseau d'entente de voix en France, qui exprime très bien cette vision-là, en fait, en précisant que à un moment donné de son parcours en psychiatrie, donc il était à un moment donné de sa vie où il était toute la journée sur son canapé, il pesait quasiment 200 kilos et il avait un filet de bave le long de sa bouche, et le corps médical avait tendance à lui dire qu'il était stabilisé, et en fait en entendant ça, lui, ça le désespérait complètement parce qu'il se disait j'ai plus de projet, certes je souffre moins psychiquement mais je suis quand même très mal en fait. Ce qui est important de dire aussi sur le rétablissement, c'est que le rétablissement ne répond pas non plus à des normes attendues par la société ou le monde social, mais renvoie dans son acceptation la plus large à l'idée d'un cheminement personnel qui passe par une reprise d'un lien social suffisamment protecteur, mais aussi d'une place dans la vie sociale. C'est-à-dire que le rétablissement, c'est pas seulement aller mieux ou avoir un allègement psychique, en fait. C'est aussi toute la dimension du lien social, la dimension cognitive, fonctionnelle, retrouver une place dans son environnement, dans sa famille, avec du lien social, dans sa ville. Et surtout, quand on évoque la philosophie du rétablissement, on pense avant tout à une grande figure de celle-ci, Patricia Digan, survivante de la psychiatrie américaine et personne concernée par les difficultés psychiques, qui est aussi psychologue et docteur en psychologie et qui a produit de nombreux ouvrages autour de cette philosophie du rétablissement. Donc pour Patricia Digan, je vais citer ces mots sur le rétablissement. Le rétablissement, c'est une attitude, une façon d'aborder la journée et les difficultés qu'on y rencontre. Cela signifie que je sais que j'ai certaines limitations et qu'il y a des choses que je ne peux pas faire, mais plutôt de laisser ces limitations être une occasion de désespoir, une raison de laisser tomber. J'ai appris qu'en sachant ce que je ne peux pas faire, je m'ouvre aussi aux possibilités liées à toutes les choses que je peux faire. Voilà, je laisse la parole à... Merci Olivier. Donc pour faire du lien avec la définition de Patricia Digan, je vous propose d'écouter Géraldine Gué, personne accompagnée par l'UMSS, qui va venir illustrer la philosophie du rétablissement au travers de son histoire singulière. Alors bonjour à toutes et à tous. Alors en fait, est-ce que tu peux... Donc la première question pour Géraldine, c'est peux-tu nous raconter comment se sont manifestées tes difficultés psychiques ? Donc mes troubles psychiques ont commencé dans les années 2000 alors que j'avais 30 ans, que j'étais mère de famille, j'avais 2 enfants à charge et étudiante en médecine. J'étais interne à l'époque. Et ces troubles ont été favorisés par des conduites addictives alors que je vivais à l'île de la Réunion. Ma vie a ensuite été marquée par 20 ans. Ma vie a ensuite été marquée par 20 ans de vie chaotique, faite de hauts et de bas, ponctuée par de nombreuses hospitalisations sous contrainte, avec parfois un passage par la chambre d'isolement ou des hospitalisations demandées librement. Cela a eu un retentissement important sur ma vie affective, divorce, séparation, ma vie familiale. Mes 2 dernières filles ont été placées en famille d'accueil
par l'aide sociale à l'enfance à l'âge de 12 ans et 14 ans, et également professionnelle, puisque j'ai perdu mon emploi en 2015 et que je suis depuis lors en arrêt de travail et placée en invalidité. En 2015, j'ai été accompagnée en hôpital de jour pendant 2 ans. Les services de soins et les médecins considéraient que j'étais stabilisée psychiquement, mais moi je ne retrouvais pas de goût à la vie, j'avais pas de projet et je désespérais de retrouver un jour une vie satisfaisante et épanouie. J'étais traversée également par un sentiment de honte et de culpabilité. J'ai connu une dernière décompensation psychique en 2019 et là j'ai eu la chance de rencontrer le DMSHP, également le CREAPS 85 et une nouvelle équipe de soins en CMP puisque j'avais déménagé. Est-ce que tu peux nous dire les facteurs sur lesquels tu as pu t'appuyer pour te rétablir? Oui, donc il y a eu d'abord une reprise des liens familiaux qui ont été très importants pour moi. Mon entourage et ma famille m'a encouragée. J'ai repris des liens avec mes parents, mes enfants et mes petits-enfants, puisque je suis actuellement mamie de 2 petits. Et cela m'a permis de me faire confiance et de retrouver de la confiance aussi avec ma famille, puisque ça avait disparu. J'ai en parallèle été accompagnée par l'UMSS qui m'a guidée dans ma vie quotidienne pour reprendre soin de moi, reprendre soin de mon logement, de mon lieu de vie, de retrouver une vie saine et équilibrée, de m'alimenter correctement, de faire mes courses, de retrouver du lien social, de m'orienter vers l'extérieur en fait. J'ai également pu bénéficier d'activités physiques accompagnées par des éducateurs sportifs, différentes thématiques en atelier de reprise de confiance en soi, d'expression théâtrale et de bien-être m'ont permis aussi de me sentir beaucoup mieux en fait. Et puis également le regard bienveillant de mon entourage et de tous les professionnels et la place entière qui nous est accordée au sein de l'UMSS m'a permis de retrouver toute la confiance en moi. Merci Géraldine. Une troisième et dernière question, tournée sur le présent et le futur du coup. Quels sont tes projets pour l'avenir? Alors, donc actuellement, le rétablissement et la reprise de confiance en moi m'ont ouvert le chemin vers une nouvelle orientation professionnelle à travers laquelle la rencontre d'Audrey et d'Olivier m'ont permis de découvrir ce métier de médiateur de santé-père dans lequel je m'identifie parfaitement et qui rejoint en fait la lumière également de mon parcours de vie. Merci Géraldine. Nous allons désormais voir comment le rétablissement est incarné au sein du DMSHP, partie illustrée par Anne Zambon, assistante sociale au DMSHP. Bonjour à toutes, c'est pas facile de passer derrière Géraldine. Merci Géraldine. Donc le DMSHP est un service médico-social qui depuis 2014, avec une notification d'orientation de la MVA, anciennement MDPH, propose un accompagnement auprès des personnes dont le quotidien est entravé par leurs troubles psychiques. Le DMSHP, à travers le concept de rétablissement, s'inscrit dans un programme de réhabilitation psychosociale dans le respect des droits fondamentaux des personnes, avec comme fil rouge la citoyenneté et son expression. Ainsi, à partir des outils de la loi 2002, le DMSHP œuvre pour que la personne soit au centre de son accompagnement, en l'informant sur ses droits et libertés, sur les différentes modalités pratiques de son accompagnement et en s'assurant de sa bonne compréhension de son adhésion, en l'invitant à participer à différentes instances d'expression, comme le CBS par exemple, ou la gazette du dispositif, à investir des espaces de réflexion, d'action, pour travailler sur des thématiques en lien avec la société, comme la déstigmatisation du handicap psychique à travers la création d'un collectif, les Petites Graines de Folie, ou la participation à des ateliers, des cafés-débats dans le cadre des SISM, des Semaines de la Santé Mentale, ou encore à des actions de co-formation.
Plusieurs personnes accompagnées ont participé à la commission sur le sujet qui nous concerne aujourd'hui, le rétablissement. Les différents temps d'échange qu'on a pu avoir sur cette thématique ont conduit à l'élaboration d'une charte d'engagement de la part des professionnels en termes de posture, favorisant la démarche de rétablissement, charte qui vous sera présentée par Olivier un petit peu plus tard. Le DMSHP s'associe à la démarche personnelle engagée par la personne dans le but de se rétablir. Les professionnels du DMSHP proposent un travail de co-construction du projet d'accompagnement avec la personne, à son rythme, à partir de ses ressources et de ses potentialités, de son parcours déjà accompli au préalable, notamment dans le soin, en écoutant, valorisant ses besoins et ses envies, en prenant en compte sa parole, en soutenant les différentes étapes de son autodétermination pour aller vers une plus grande autonomisation et une reprise progressive de son pouvoir d'agir. Il s'agit de soutenir la personne dans son espoir d'entrevoir un avenir meilleur, de retrouver un équilibre de vie selon ses propres choix. Les professionnels du DMSHP s'engagent aux côtés de la personne dans son processus de rétablissement, en lien avec son réseau, partenaires institutionnels et famille. Ce travail en équipe, loin de la posture du professionnel sachant, s'inscrit dans une démarche de collaboration avec la personne accompagnée, dans un désir d'entrer en relation avec elle, de la rejoindre dans ses aspirations à occuper sa place de citoyen en s'ajustant à ses capacités. Il s'appuie également sur la participation active des personnes accompagnées rétablies en tant que personnes ressources dans une démarche de pair aidance. 2 MSP, médiateurs de santé pair, font partie aujourd'hui de l'équipe de professionnels du DMSHP, réelle plus-value dans l'accompagnement proposé aux personnes. Ces 2 MSP, Audrey et Olivier, témoignent de la possibilité de se rétablir tant auprès des professionnels que des personnes accompagnées. Le DMSHP a fait appel au CREPSI dès sa mise en place en tant que partenaire régional dans une démarche de soutien à la mise en place et à l'amélioration du parcours de rétablissement, partenaire qui a pu soutenir également la création de ces 2 postes de MSP. Merci Anne. Maintenant que nous avons balayé ce qu'est le rétablissement au sein du DMSHP, nous allons passer à un point de vue plus régional avec le CREPSI. Et Sophie Delhomme va répondre aux questions suivantes. Comment le CREPSI soutient, appuie le rétablissement et promeut la pair aidance? Merci. Alors en vous écoutant déjà tous les 4, je me disais, waouh, si on en était là partout. Voilà, donc ça c'est déjà un premier, parce que par rapport à la posture et tout le travail que vous avez pu faire pour laisser une place pleine et entière aux personnes que vous accompagnez, je pense que vous êtes des modèles dans la région. Et je ne le dis pas simplement parce que je suis là aujourd'hui, mais c'est vraiment très sympa. Alors déjà, vous parlez un petit peu du CREPSI quand même, avant de répondre à cette question, pour vous dire que le Centre Ressources Handicap qui a été créé en 2013, il est financé par l'ARS comme une structure régionale d'appui et d'expertise. Ce projet de CREPSI, il émane d'une réflexion beaucoup plus ancienne, qui a été portée par l'UNAFAM notamment, et une grosse association qui était médico-sociale, qui était Galaxy, et qui rendait nécessaire l'idée de rendre visible le handicap psychique qui était encore très très méconnu. Après, on a eu la loi de 2005 qui est venue poser la condition, l'existence du handicap psychique sans la définir. Et puis, ce qui était surtout très méconnu, c'est les répercussions des troubles psychiques sur le quotidien des personnes et sur leur participation à la vie sociale, à la vie sociétale. Donc c'est pour ça que le CREPSI a été créé avec le soutien de l'ARS des Pays de la Loire pour soutenir l'amélioration des parcours de vie et de rétablissement des personnes en situation de handicap psychique. Donc ça c'était la première chose. Et qui dit soutien des parcours de vie et de rétablissement dit aussi un ensemble d'acteurs. C'est-à-dire que notre visée et notre mission au niveau du CREPSI, c'est d'animer une réflexion collective avec l'ensemble des acteurs du parcours, dont les premiers sont bien sûr les usagers, ensuite les familles. Alors je ne sais pas s'il y a un ordre, parce qu'on travaille tous ensemble, c'est l'idée, c'est du collectif. Et puis l'ensemble des professionnels qui œuvrent dans tous les champs, sanitaires, social, médico-social, mais aussi les élus, les politiques, parce que les décisions et les financements viennent de là. Donc c'est un ensemble d'acteurs, et le CREPSI aujourd'hui, c'est un réseau d'acteurs uniquement, et nous, on a une équipe opérationnelle qui est là
pour faciliter la mise en place d'actions. Alors, sur la question du rétablissement, et je ne sais pas si je vais apporter beaucoup de choses à ce que tu as dit déjà, Olivier, puisque tu en parles parfaitement, parce que les seuls qui peuvent parler du rétablissement, en fait, c'est les personnes qui ont vécu ce parcours et sont toujours dans ce parcours qui est un long cheminement, qui est souvent douloureux, comme on peut l'imaginer en tant que professionnel. Et ce rétablissement, c'est vivre avec des troubles psychiques, c'est un combat de tous les jours. C'est un combat de tous les jours pour la personne, bien sûr, qui vit des limitations et des difficultés d'intégration et de participation à la société. Mais c'est un combat que la personne peut mener en étant soutenue. Et en étant soutenue par rapport déjà à l'identification de ses forces internes, et ça c'est tout un travail, tout un cheminement qui est propre à la personne, en fonction de sa temporalité aussi, mais qui peut être aussi soutenu par des professionnels ou des organismes, enfin tout un tas de ressources aussi extérieures, et c'est ensemble que ce combat, on peut le mener. Si effectivement on en a les moyens aussi politiques, financiers. Donc notre premier plaidoyer, en fait, ça a été de porter cette question du rétablissement, de la faire connaître, parce que quand on a créé le CREPSI en 2014, on était au début de l'émergence en France de ce concept de rétablissement, très mal connu, puisque le concept, comme tu le disais Olivier, apporté par les usagers, qui ont revendiqué le droit d'avoir quelque chose à dire sur leur propre vie. Ça semble une évidence aujourd'hui, mais c'est loin encore d'être le cas. Donc jamais rien sur nous sans nous, c'est la base, c'est le socle de notre fonctionnement. C'est pour ça qu'au CREPSI, on travaille tous main dans la main, et évidemment il est hors de question de penser les choses à la place des premiers concernés qui sont les usagers. Donc sur rétablissement, il fallait le faire connaître d'abord, donc il y a eu tout un travail de faire connaître le rétablissement, mais en impliquant bien sûr et en sollicitant des usagers qui pouvaient parler vraiment du rétablissement. Donc on ne parlait que du côté soutien professionnel de ce rétablissement et politique. Et puis, je regarde quelques notes, je suis désolée parce que je n'ai pris que quelques notes pour être là. Et puis, ce qui est apparu quand même comme majeur, Audrey, vous m'arrêtez si je commence à déborder, ce qui est apparu comme majeur au moment où on a commencé à faire émerger cette réflexion-là dans les Pays de la Loire, c'est la question des pères aidants. Les pères aidants qui commençaient au niveau national à être identifiés. Il y avait une première expérience de médiateur de santé père en 2012 avec le CCOMS, première expérience de formation, qui n'avait pas été vraiment couronnée de succès, même si elle a eu le mérite d'exister. Et puis on a toujours des médiateurs de santé père de cette licence qui sont encore en place aujourd'hui. Mais il y avait un vrai levier. La père aidant, c'est un levier puissant pour les usagers, bien sûr, qui peuvent bénéficier des services des pères aidants, pour les professionnels, dans une complémentarité de savoir, et puis un levier puissant de changement des regards portés sur la question des personnes qui vivent avec des troubles psychiques. Donc ça, nous, cette question-là, on l'a saisie au niveau du CREPSI, on s'est emparé d'une nouvelle mise en place de licence. On était sur un DU en 2012, DU médiateur de santé père, c'est passé sur un niveau licence en 2018, et donc c'est là, en fait, dans cette préparation d'intégration des premiers médiateurs de santé père de la région, que nous avons travaillé main dans la main avec l'ARS, qui a été conquise par l'idée des pères aidants en santé mentale, qui a donné donc des moyens financiers, au début petits, mais quand même, qui permettaient de financer 2 postes de médiateurs de santé père, et qui a continué à s'engager dans cette voie on voudrait qu'il y ait des médiateurs de santé père à tous les endroits stratégiques du territoire. Voilà, parce qu'on a besoin des médiateurs de santé père. Aujourd'hui, c'est des partenaires incontournables de tout ce qu'on peut faire dans nos actions, et surtout pour les usagers, ce sont des vecteurs d'espoir. Voilà, donc dire que le DGMSHP nous a sollicité et que vraiment on était très content de pouvoir accompagner avec vous cette exploration des premiers pas de la pérédance dans les Pays de la Loire. Voilà. Merci Sophie. Alors peut-être juste une précision, parce que je parlais de la licence, vous dire aujourd'hui qu'on a une trentaine de pères aidants formés dans les Pays de la Loire qui sont en poste aujourd'hui,
quand même pas rien, avec différentes formations. Donc il y a la licence à Paris, à Bordeaux. Je ne sais pas si on aura l'occasion d'y revenir, c'est pour ça que je passe vite fait. Et puis on a aussi des diplômes universitaires qui sont proposés. Et puis il y a aussi le parcours propre de chacun. Et donc la père aidance, c'est une rencontre avec un parcours singulier du père aidant, une équipe qui souhaite travailler avec le père aidant, et c'est là qu'on voit aussi les besoins qui sont nécessaires en apprentissage supplémentaire pour effectivement exercer en toute sécurité pour les uns et pour les autres ce poste, ce nouveau métier. Alors, on attend que ça devienne un nouveau métier. On milite pour ça. Merci Sophie. Désormais, nous allons demander à Pauline Chemla, déléguée départementale de l'UNAFAM Vendée. Donc, UNAFAM, c'est Union nationale des familles et amis des personnes malades et ou handicapées psychiques. Donc, la question, c'est comment l'UNAFAM agit au service du rétablissement. Bonjour à tous, d'abord. Je vous remercie pour votre présence, qui signifie aussi ce grand mouvement en marche, en tout cas on l'espère, de la père aidance et vers une psychiatrie plus revisitée. Voilà. Et je vous remercie particulièrement pour votre témoignage. Le rétablissement ne s'impose pas d'emblée. La maladie psychique d'un proche est d'abord vécue comme un séisme au sein de la famille. La famille doit abandonner ses propres représentations et changer radicalement de réaction face à la maladie. Quand son enfant ne se lève pas, ne se lave pas, se désociabilise, ne supporte pas le moindre stress, laisse sa chambre devenir un lieu d'incurie, quand il perd ses envies, ses capacités à choisir, quand il devient profondément vulnérable, quand il s'effondre, c'est parce qu'il doit survivre face aux agressions de la maladie. Chaque membre de la famille, pas toujours au même rythme, doit alors faire un travail considérable sur lui-même pour comprendre cela, prendre conscience que de nombreuses capacités sont altérées par la maladie, que toute une reconstruction doit être entamée, que son proche doit découvrir un nouveau sens à sa vie, être en capacité de prendre ses propres décisions, reprendre sa vie en main avec des symptômes parfois envahissants, ce qui est particulièrement difficile pour lui. C'est très douloureux d'être le témoin des souffrances de son proche et de se sentir totalement impuissant. En parallèle, la famille fait face à des relations entre elle et le système de soins psychiatriques rarement faciles. Elle se sent déroutée, discréditée, écartée, et souvent fait face à un discours implicite qui ne laisse pas espérer que son proche peut s'en sortir. La transformation de chacun des membres de la famille face à la maladie doit se faire dans un parcours qui passe par du soutien, de l'entraide, de l'information et de la formation, par des lieux où l'on pourra parler de ses émotions, de ses représentations, de ses compétences à s'adapter, pour apprendre à faire face et pour pouvoir mieux accompagner son proche. La connaissance est indispensable, mais aussi le savoir expérientiel d'autres familles, des pères qui ne comprennent pas parce que vivant les mêmes choses, qui permet d'accéder à cet intime qu'on ne retrouve pas dans les livres et dont les témoignages et l'entraide apportée redonnent de l'espoir. Pour que la personne ne soit plus asservie à la maladie, la famille peut jouer un rôle essentiel dans l'accompagnement de son proche, du parcours de son rétablissement. La famille est souvent en première ligne car elle est sollicitée au quotidien. Elle est là pour aimer, pour soutenir, pour être bienveillante, pour rassurer
clarifier, encourager la personne à retrouver l'estime de soi, l'aider à remobiliser ses capacités, à maîtriser ses symptômes. Se rétablir est un parcours personnel qui nécessite un entourage étayant pour arriver à s'en sortir, avec la création de tout un écosystème d'acteurs du soin, du médico-social, dans lequel la famille peut avoir un rôle puissant et extrêmement positif, où les besoins de chaque membre de la famille de mieux connaître la maladie seront couverts. L'aide aux aidants et le soutien aux familles deviennent incontournables. Merci. Deuxième question, Pauline, que propose l'UNAFAM? Alors, en Vendée, donc, alors je vais décliner en Vendée, mais un petit peu aussi avec le national, parce que ça fait partie du dispositif de soutien. On a donc d'abord un service d'écoute famille au niveau national, avec des psychologues qui sont là pour répondre quand il y a un effondrement de la cellule familiale. Et puis en Vendée, donc concrètement, on a 3 points d'accueil, donc La Roche-sur-Yon, Chaland et Fontenay-le-Comte. Ce qu'on propose, c'est s'informer, avoir accès à une documentation de l'UNAFAM, donc au niveau national, donc accessible à tous. On a un site internet avec une plateforme Formedant, très bien fait, accessible à tous, sans avoir forcément besoin dans un premier temps d'être adhérent. C'est pour donner vraiment l'appétence de pouvoir venir après membre de l'UNAFAM. On a des journées d'information, de sensibilisation sur les troubles psychiques. Donc en Vendée, on en fait une par an. La prochaine va avoir lieu très prochainement le 16 novembre. On en démarre une en 2025 sur les troubles anxieux généralisés. Et on espère très fortement fin 2025 ou début 2026, donc faire une journée sur mieux accompagner son proche souffrant de troubles bipolaires. Voilà, ces formations, elles sont toujours réalisées avec un professionnel en santé mentale, toujours, psychologue ou infirmier, et un bénévole formé à l'UNAFAM. On a également 4 groupes de parole cette année, 4 groupes de soutien avec un accompagnement où il y a 2 psychologues et donc des bénévoles formés à l'accueil qui sont là pour soutenir également l'accompagnement du groupe. Et on a un 5e groupe qui est ce qu'on appelle un groupe ouvert et où nous n'avons pas actuellement de psychologue. On a également un groupe entraide famille tous les 2 mois à La Roche-sur-Yon. Et tous les ans, depuis 6 ans, on a donc un atelier entraide famille prospect. Donc on le fait en général 1 fois par an avec des formateurs qui viennent de l'UNAFAM nationale qui sont spécifiquement formés. Prospect, c'est vraiment une pépite dans le soutien aux familles et le prochain aura lieu le 29 et 30 novembre et le 1er décembre au Sable d'Olonne. Le prospect, c'est un atelier d'entraide qui dure 3 jours, qui rassemble 10 à 12 personnes concernées par la maladie psychique d'un proche. Ça sert à quoi? Eh bien, on vise à prendre du recul par rapport à l'incidence de la maladie sur sa propre vie, prendre conscience des savoir-faire que l'expérience de la maladie nous fait acquérir, identifier les stratégies pour faire face dans la durée, consolider son réseau de soutien et développer confiance et retrouver estime de soi et espoir pour l'avenir, le tout étant de permettre aux familles de mieux accompagner leurs proches et surtout, bien sûr, de rencontrer des pairs. On a également un partenariat de psychoéducation comme le programme BREF à l'EPSM de Vendée. On a 5 bénévoles UNAFAM en Vendée formés, qui ont été formés par l'équipe du Dr Ray avec des soignants du CREAP 85, qui sont d'ailleurs parmi nous, je pense. Je les ai aperçus.
Voilà, et il y a également un groupe d'aidants familiaux et schizophrénie créé par le CREAP 85 et dont l'UNAFAM a été partenaire dans la mise en place. Les représentations diverses permettant de défendre les intérêts et les droits des personnes et des familles concernées. Donc nous avons des représentations à la MVA, anciennement MDPH, à la CDU de l'EPMS de Vendée, à la CDSP, la Commission départementale des soins en psychiatrie. Et on participe évidemment aux divers travaux départementaux et régionaux, institutionnels et associatifs, comme le PTSM, Plan territorial en santé mentale, le Conseil territorial de santé, Commission de santé mentale, Collectif Santé mentale 85, CDCA, c'est la Commission départementale à la citoyenneté et à l'autonomie, les CLS dans différentes villes de Vendée, contrats locaux de santé, les CPTS, les communautés pluridisciplinaires territoriales en santé, l'EMACH, je tiens beaucoup à l'EMACH, voilà, qui est un dispositif d'accompagnement formidable, groupe de travail sur l'isolement contention, sur l'expérience patient et sur les mesures anticipées en psychiatrie, où là, effectivement, il est très important de faire valoir le droit des personnes qui sont usagères en santé mentale et qui sont les premières à pouvoir dire ce qu'elles veulent pour elles. Voilà. L'UDAF, bien sûr, avec le projet Famille Gouvernante, le logement inclusif, dédié uniquement aux personnes porteuses de troubles psychiques. Et puis, bien sûr, l'UNAFAM est présente dans les actions de déstigmatisation en Vendée, participation au sisme, à Psycyclette. La Vendée a été un département qui a accueilli 2 fois récemment Psycyclette, à La Roche-sur-Yon et à Fontenay. On a été ville-étape. Donc c'est une randonnée cyclotouriste, 1200 km, à l'initiative de l'UNAFAM, qui permet de se battre contre les idées reçues et qui réunit une centaine de participants, des personnes qui vivent avec des troubles psychiques, des proches, des soignants, des bénévoles UNAFAM et des amis. Négocier des virages, monter des côtes et les descendre, comme dans la vie. Voilà. Et pour conclure, se rendre à l'UNAFAM, ce n'est pas quelque chose d'évident au départ pour les familles. Elles connaissent un parcours avant l'irruption de la maladie, assez ordinaire, somme toute, et les voilà tout à coup confrontées à un véritable cataclysme. Donc c'est pour ça, et c'est pourquoi il est très important de faire connaître l'UNAFAM aux familles pour que chacun puisse cheminer à son rythme et accéder aux aides et aux soutiens nécessaires selon ses besoins, pour pouvoir ensuite retrouver espoir et pouvoir d'agir qui pourront mener la personne porteuse d'un trouble psychique et sa famille à se rétablir. Merci. Merci Pauline. Je m'adresse maintenant à Roselyne et ma question c'est pourquoi et comment l'UNAFAM agit pour promouvoir les droits des personnes vivant avec des troubles psychiques et de leur famille. Voilà, donc bonjour à tous et toutes. Voilà une grande question. Bon, on est parti du rétablissement, qui est donc ce concept qui est arrivé en France, somme toute récemment, venant des États-Unis et venant des mouvements d'usagers aux États-Unis, et qui s'est implanté en France maintenant, et on ne reviendra pas là-dessus. C'est-à-dire qu'on ne va pas revenir en arrière. Donc il faut mettre en œuvre maintenant ce principe. Alors se rétablir, pourquoi on agit pour les droits? Parce que se rétablir, au final, c'est quoi? Eh bien, c'est sortir de l'enfermement dans le statut social de malade mental. C'est sortir du champ clos de la psychiatrie et de l'enfermement dans le champ clos de la psychiatrie et des familles, j'ai envie de dire, puisque depuis ce qu'on appelle la désinstitutionnalisation, c'est-à-dire depuis la fermeture des lits de psychiatrie dans les années 1970, on a prétendu que les personnes souffrant de troubles psychiques sévères vivaient dans la cité. En réalité, elles restent beaucoup enfermées dans le champ de la psychiatrie et avec, pour beaucoup, le seul accompagnement des familles, puisqu'il y a une carence très importante d'accompagnement sociaux et médico-sociaux. Donc se rétablir, avant tout, c'est cela. C'est sortir de cet enfermement, de ce statut social. Du reste,
Quand on parle aujourd'hui de personnes vivant avec des troubles psychiques, la plupart du temps, on parle des patients. Et ce terme en lui-même doit être banni. On est patient quand on est hospitalisé. Tout un chacun dans cette salle, si un jour vous allez à l'hôpital, vous serez patient. Nous serons patients. Sortis de l'hôpital, on n'est plus patient. Quand on parle des personnes qui vivent avec des troubles psychiques, on continue à utiliser ce terme. Bon, ça maintenant, c'est plus possible. Pourquoi? Parce que être patient, il faut voir aussi quelle est l'origine de ce mot. Hein. C'est l'étymologie latine du mot patient, c'est la même d'ailleurs que celui de passif. C'est passif, c'est-à-dire subir, supporter. Or, aujourd'hui, le concept même de rétablissement, et Laurence l'a dit en introduction, c'est de retrouver du pouvoir d'agir, c'est-à-dire devenir acteur. Et donc c'est le contraire de passif. On n'est plus dans le fait de subir, mais dans le fait d'agir et de retrouver le pouvoir d'être acteur de sa vie. Donc ne plus être considéré comme patient, mais comme citoyen. Et c'est donc justement toute une approche qui est différente. C'est l'approche d'ailleurs des projets territoriaux de santé mentale, c'est-à-dire de sortir de cette approche focale sur la maladie et sur les symptômes pour enfin penser le devenir de la personne à partir de ses besoins, de ses aspirations et surtout de pouvoir lui apporter les soutiens nécessaires pour qu'elle puisse s'inscrire dans l'espace citoyen, social et ordinaire. Et là, on arrive effectivement à la citoyenneté. Pour pouvoir s'inscrire dans l'espace citoyen et social ordinaire, c'est-à-dire pour pouvoir retrouver la possibilité de jouer un rôle actif dans la communauté, avec le respect de ses droits et de ses capacités, en dépit des obstacles rencontrés, et nous verrons tout à l'heure que la majorité des obstacles rencontrés ne viennent pas de la personne elle-même, mais viennent de l'environnement, et en particulier d'un environnement institutionnel qui est en partie responsable de la dimension handicapante des troubles. Donc il ne faut pas tout ramener à la personne. Et donc pour cela, effectivement, il faut que la personne puisse avoir accès à des soins, évidemment, de qualité, bien sûr, en continuité, mais aussi accès au logement, à tous les accompagnements nécessaires à sa vie quotidienne et sociale, accès à la formation, à des activités, à l'insertion par le travail, quand cela est possible. Et donc, pour ce faire, il faut mobiliser tous les soutiens nécessaires. Ces soutiens-là ne se trouvent pas dans le champ du sanitaire, soyons bien clairs. Donc, la question du respect des droits est donc fondamentale. Elle est au cœur du projet et du parcours de rétablissement des personnes. Et quand on parle du respect des droits, c'est inscrit dans les textes nationaux et internationaux. Ces droits, on va voir, les droits fondamentaux, les droits humains. Le droit à la santé, le droit à l'autonomie de vie et à l'inclusion dans la société, le droit à l'éducation, au logement, aux accompagnements, le droit à l'égalité de traitement, le droit à l'emploi, le droit à l'accessibilité, etc., etc. Afin que les personnes, justement, qui ont des problèmes de santé mentale, soient des citoyens dont les droits humains sont intégralement pris en compte, protégés, promus. Donc ça, c'est fondamental. Alors justement, aujourd'hui, est-ce que tous les droits des personnes vivant avec des troubles psychiques et de leurs familles sont respectés? Bien sûr que non, malheureusement. Bien sûr que non. Et quand je dis cela, évidemment, c'est le constat qui est fait, chiffre à l'appui, hein, et enquête à l'appui, bien sûr. Ce n'est pas simplement un sentiment, une impression. Ce sont des constats. Qu'un grand nombre de personnes, aujourd'hui, qui vivent avec des troubles psychiques, voient leur capacité entravée par tout un tas de barrières. Barrières environnementales, sociétales, comportementales, institutionnelles, par une mise à l'écart et par une carence de réponse. Quand je vous dis que tout cela est basé sur des données chiffrées, des remontées de terrain, je prends simplement un seul exemple, on pourrait les multiplier mais on n'a pas le temps, celui du baromètre de l'UNAFAM que nous faisons chaque année, puisque nous faisons des enquêtes auprès de nos 15 000 familles adhérentes
et des personnes directement concernées par les troubles psychiques, et que ces enquêtes sont très parlantes. La dernière enquête, celle de 2023, il y a eu 5000 répondants, mais c'est quand même pas mal, et qui nous montre les chiffres suivants au niveau national. Moins de 10% des personnes vivant avec des troubles psychiques bénéficient d'un accompagnement social ou médico-social par un SAVS ou un SAMSA. Ça veut dire que 90% n'en bénéficient pas. 5% seulement bénéficient d'un soutien à domicile, donc 95% n'en ont pas. Et 8% seulement d'accompagnement à l'emploi, donc qu'on appelle le job coaching. Donc les droits les plus difficiles d'accès sont, selon ces remontées de terrain, l'accès aux soins, qu'ils soient somatiques ou spécialisés. L'accès et le maintien dans l'emploi, l'accès et le maintien dans le logement et l'accompagnement, l'accès à des activités sociales, sportives ou culturelles. Donc ça, ce sont des constats qui sont très très clairs et qui sont répétés effectivement au fil des ans. D'où, partant de ces constats répétés, donc de ces atteintes à l'autonomie de vie, à la participation et à la citoyenneté des personnes vivant avec des troubles psychiques et des conséquences pour les familles, bien évidemment, l'UNAFAM et d'autres, bien sûr, pas que l'UNAFAM toute seule, heureusement, puisque là je représente l'UNAFAM, eh bien, mène des combats et a fait de ce combat pour le respect des droits et la promotion des droits fondamentaux et des droits humains le fil rouge de nos actions. Nous menons des combats, effectivement, pour la promotion des droits fondamentaux des personnes vivant avec des troubles psychiques et de leurs familles, avec comme fil rouge, et je vous invite vraiment, vraiment à vous pencher sur ce texte, puisqu'il est déterminant dans notre société aujourd'hui en France, la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, que la France a ratifiée en 2010. Et cette Convention internationale prime sur les lois nationales. Donc ça, c'est extrêmement important. Nous avons également comme fil rouge, bien sûr, la Charte sociale européenne et la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Alors, ces combats nous ont conduits à obtenir justement quand même certaines améliorations pour la mise en œuvre de réponses aux personnes en situation de handicap psychique. Par exemple, ou vivant avec des troubles psychiques. Et pas que d'ailleurs, puisque nous menons des actions transversales pour toutes les personnes en situation de handicap. Par exemple, pour l'amélioration de l'accès au droit de vote des personnes sous tutelle, puisque jusqu'à une époque récente, la loi française interdisait aux personnes sous tutelle de voter, elles devaient pour cela avoir l'accord du juge. Eh bien, nous avons obtenu une modification législative pour supprimer cette approche discriminatoire des personnes en situation de handicap. Mais aussi, par exemple, pour la création de l'emploi accompagné, pour le développement, la création et le développement de SAVS, de SAMSA, et on l'espère, d'un modèle comme le DMS-HP, qui est véritablement un modèle inspirant qui devrait exister sur l'ensemble du territoire national. Mais aussi, par exemple, pour la révision de textes qui étaient tout à fait discriminatoires pour les personnes que nous représentons, par exemple, le texte pour l'accès à la prestation de compensation du handicap, où nous avons obtenu une révision réglementaire extrêmement importante qui donne enfin à toutes les personnes vivant avec des altérations des fonctions mentales, cognitives ou psychiques l'accès à cette aide financière qui permet de financer des accompagnements dans le champ du handicap. Mais nous battons aussi, bien évidemment, pour, disons, la mise en conformité des pratiques de soins, également dans le respect de la dignité des personnes et dans le respect de ce que sont les recommandations internationales. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que nous avons, sur la base du constat de toutes ces discriminations d'accès et des manquements de l'État français dans les réponses à apporter aux besoins des personnes vivant avec des troubles psychiques et en situation de handicap psychique, que nous avons porté une réclamation collective auprès du Comité européen des droits sociaux du Conseil de l'Europe. Donc, ça a été un très très long travail. Je peux vous assurer que c'est un travail qui a été démarré en 2016 et qui a été abouti l'année dernière seulement, avec les décisions du Conseil de l'Europe. Donc, c'est un travail que l'UNAFAM a mené avec 3 autres associations nationales, l'UNAPI,
donc bien sûr, avec APF France Handicap et avec la FNAC. Et nous avons porté un argumentaire très très dense, hein, puisqu'il a fallu prouver tous les griefs que nous faisions à l'État français pour prouver ses manquements. Et c'est la première fois que l'UNAFAM participait à une réclamation collective auprès du Conseil de l'Europe. Donc, ça a été un travail très long que j'ai mené de 2016 jusqu'à aujourd'hui, on peut le dire. Et ça a abouti à une chose très importante, ça a été les décisions du Conseil de l'Europe qui ont été rendues il y a 1 an et demi et qui ont condamné la France à l'unanimité pour justement violation de 3 articles de la Charte sociale européenne, qui sont le premier article 11, le droit à la santé, l'article 15, le droit à l'autonomie de vie et à l'inclusion dans la société, et l'article 16, le droit des familles à une protection sociale, juridique et économique. Et c'est donc la première fois que l'État français est condamné par l'Europe pour violation des droits fondamentaux des personnes en situation de handicap psychique. Donc, vous voyez, et maintenant, nous pouvons nous appuyer sur cette décision du Conseil de l'Europe pour demander et exiger de l'État français que soient développées les réponses sociales et médico-sociales aux besoins des personnes qui vivent avec des troubles psychiques. Et des réponses comme le DMS-HP, qui est effectivement, de tout ce que je vois depuis que je suis arrivée ce matin, mais j'en connaissais un petit peu avant, mais là je suis vraiment étonnée et comment dire, éblouie, c'est vrai, parce que je rêverais qu'un tel dispositif existe dans tous les départements et à la portée de tous nos concitoyens. Et malheureusement, ça n'est pas le cas puisque nous constatons de grandes inégalités territoriales. Merci Roselyne. Pour terminer la table ronde, nous allons évoquer ce qui favorise le rétablissement et ce qui l'invalide. Et nous écoutons Olivier Joanneau. Pour répondre Merci. Pour répondre à cela, du coup, je vais citer de nouveau une citation, cette fois-ci de Madame Glover, qui dit commencez par ne pas nuire à notre rétablissement. Tout ce que vous pourrez faire en plus nous sera très utile. Voilà. Il y a aussi, dans ce qui favorise le rétablissement, des postures, en fait. Alors, il y a des postures qu'on a mis en évidence, je dis on ou nous, c'est toutes les personnes professionnelles et les personnes du DMS-HP. Alors, je ne sais pas si on peut le diffuser, la charte. Est-ce qu'elle est sur... Ah oui, d'accord. Bon, bah, je ne sais pas si vous arrivez à lire ou s'il y a besoin peut-être de citer les postures qui favorisent le rétablissement. Alors, je m'autorisais à les citer. Il y a le fait d'adopter une posture et un discours positif tourné vers l'espoir. On en a parlé lors de la table ronde. Accompagner chacun à trouver et développer ses propres outils de rétablissement. Proposer un accueil et un accompagnement qui ne réduit pas une identité de malade pour limiter l'exclusion liée aux difficultés rencontrées par la personne. Favoriser l'autonomie en rendant les personnes actrices de sa vie, en développant l'éducation à la santé et l'éducation thérapeutique. Faciliter l'inclusion sociale et la citoyenneté. Proposer des réponses diversifiées permettant à chacun de trouver celle qui lui convient. Favoriser l'autodétermination des personnes en proposant d'élaborer des plans de bien-être et de gestion de crise. Et aussi, également, notamment, mettre en valeur les compétences et capacités des personnes vivant avec une difficulté psychique en encourageant l'intégration de médiateurs santé pairs ou pairs aidants aux équipes, la formation des professionnels, la participation des personnes concernées par le biais d'espaces participatifs intra-extra-dispositifs. Et puis bien entendu, promouvoir l'entraide et la pérédance, qui est à la base normalement de l'humanité, et faire de l'information autour de la santé mentale dans la population. Donc ça, c'est la charte qu'on a élaborée tous ensemble au sein du DMS-HP. Et puis, j'ai mis aussi en lumière quelques postures ou quelques idées qui favorisent leur établissement, en plus de la charte. Tout simplement, en fait, on pourrait se dire l'envie d'être avec les personnes et l'idée du désir d'accompagner les personnes qui ont des difficultés, des troubles ou une maladie psychique. En fait, c'est la base de la base, mais c'est important de le nommer.
Il y a aussi cette phrase qui est importante pour moi et je pense qu'il est important pour n'importe quel professionnel, c'est de se dire, peut-être pas tous les jours, mais assez souvent, qu'est-ce que je fous là en fait? C'est une phrase de Jean Horry. Il y a aussi le fait de considérer la personne, en fait, parce on est tous amenés à un moment donné à vivre des soubresauts dans nos vies et quand on est en perte de sécurité intérieure, on est moins la même personne que quand on a une grosse dose de sécurité intérieure. Donc c'est avant tout considérer la personne et également être habité selon ce qui sous-tend la philosophie du rétablissement. Alors la philosophie du rétablissement, on pourrait dire que c'est une synthèse de la synthèse qui revisite en positif les bases d'une psychiatrie humaine. Il y a aussi la mise en sens et en contexte de ce que vit la personne et le fait de normaliser aussi ce qu'elle traverse au regard de ce dans quoi elle est embourbée parfois dans son présent. Il y a le fait d'appuyer et mettre en lumière les ressources, les capacités et les dispositions aussi sur des éléments objectifs. C'est-à-dire que quand on est dans une période de difficulté psychique ou de maladie, en tout cas quand les symptômes font beaucoup de bruit, on oublie et on perd un peu l'idée qu'on a des compétences ou des capacités ou des dispositions à faire des choses. Et parfois, en fait, en s'appuyant sur des éléments objectifs, ça permet de recréer un cercle vertueux autour de l'espoir et de ses dispositions. Et il y a aussi, je dirais, pour les professionnels qui œuvrent dans le champ de la santé mentale, le fait plutôt la capacité des professionnels à comprendre leur part d'étrangeté. C'est-à-dire, je veux dire par là, en fait, que si on ne s'est pas regardé un peu si on n'a pas regardé un peu en soi ce qui est compliqué pour nous, c'est compliqué d'accompagner aussi. Et puis il y a le fait, comme j'en ai parlé un peu, le fait d'humaniser la relation dans l'accompagnement et de favoriser les rapports horizontaux dans les liens avec les personnes. Et enfin, ce qui invalide le rétablissement, il y a tout ce qui ne favorise pas le rétablissement, on pourrait dire l'invalide. Il y a le fait, on pourrait dire tout ce que j'ai cité en premier lieu, là, c'est tout l'inverse, ça l'invalide. Et puis il y a aussi le fait d'utiliser un langage teinté de discrédit, de négativité, qui peut être parfois aussi enfermant. Et bien sûr, éviter tout pronostic fataliste ou négatif auprès des personnes, parce qu'on ne sait jamais ce que produira le rétablissement auprès d'une personne. C'est illimité le rétablissement. Donc voilà pour les choses qui favorisent et qui invalident le rétablissement. Merci Olivier, merci pour votre attention. Maintenant, on va passer dès à présent aux questions. Oui. Question pratique, quelles sont les applications de la PCH? Qu'est-ce que vous entendez par application? À quoi ça sert? Oui, à qui elles sont attribuées, sur quels critères, etc. Ah non, oui, alors là c'est très très long. Je ne vais pas répondre. Je ne parle pas critères administratifs, à quoi elles servent. Ah, à quoi ça sert? Bon. Alors, c'est une aide. C'est une aide financière départementale. C'est de l'argent, simplement. C'est une aide financière qui a été créée par la loi de 2005 et qui doit servir à couvrir tout ou partie des frais liés au handicap. Donc, on est très clairement dans une prestation financière attribuée à des personnes en situation de handicap sur des critères très précis. Et donc, elle va servir à rémunérer des frais qui peuvent être liés à un besoin, ce qu'on appelle d'aide humaine, et ça, c'est extrêmement important pour les personnes qui vivent avec des altérations de fonction mentale, cognitive ou psychique, parce que, par exemple, pour pouvoir vivre dans un logement, pour pouvoir se déplacer à l'extérieur, etc., elles peuvent avoir besoin d'un soutien d'une personne, soit en emploi direct, soit d'un aidant familial, soit d'une auxiliaire de vie. Et cette aide financière permettra de rémunérer ces soutiens et ces aides humaines. Mais ça peut être des aides techniques, des aménagements de logement, de véhicules, des surcoûts liés au transport, des charges spécifiques exceptionnelles et des aides animalières. Donc c'est très très vaste. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que cette aide financière
était quasiment inaccessible jusqu'en 2022 aux personnes en situation de handicap psychique parce que les critères dans le décret étaient très discriminatoires, avaient été pensés pour les personnes avec handicap physique et sensoriel comme très souvent dans notre pays, et que donc nous avons pu faire les travaux nécessaires pour rédiger un autre décret qui a été adopté en avril 2022, qui est mis en œuvre depuis janvier 2023 et qui rend possible désormais l'accès à cette aide financière aux personnes que nous représentons. Donc ça, c'est extrêmement important. Et juste, j'en profite pour dire que ce qui va aussi être un frein justement à ce parcours d'amélioration de citoyenneté, etc., c'est souvent le fait de ne pas pouvoir accéder à des aides, à des soutiens sociaux et médico-sociaux. Et il faut véritablement ne pas se focaliser simplement sur la psychiatrie. La psychiatrie ne peut pas tout, c'est pas le médecin psychiatre qui va venir au domicile accompagner la personne à faire ses courses ou préparer un voyage ou que sais-je encore. Donc il faut sortir de cette approche et justement de cette focalisation et de cette approche sanitaro-centrée, voire hospitalo-centrée, qui est tout à fait néfaste. Bon, ça, c'est vaste à la PCH. Peut-être je compléterai, Roselyne, avec la question de l'information pour tous. Ben oui. C'est-à-dire que la première étape, c'est que tous, les usagers, les familles, les professionnels de tous bords, cherchent l'information de tout ce qui va être facilitant pour les parcours de rétablissement. Et à partir de là, en fait, on peut pas vouloir ce qu'on ne connaît pas. Si personne sait que la PCH aujourd'hui, elle est ouverte pour les personnes, elle est accessible pour les personnes en situation de handicap psychique, personne ne va aller la solliciter, cette aide. Donc, c'est de notre devoir à tous, c'est aussi du devoir des usagers, parce que le rétablissement, c'est une question de responsabilité. Il ne faut pas attendre aussi que tout vienne de nous. Alors, évidemment, on est d'accord, hein, il y a des temps où on peut se renseigner, et on le voit bien hein, dans le parcours qui est celui que vous décrivez, il y a des temps pour tout, mais l'usager aussi a sa responsabilité, à solliciter l'aide et à recevoir de l'information. Et nous, encore faut-il la connaître, parce que j'entends 2022, mais les gens ne sont pas informés. Mais c'est pour ça que je vous parle de l'information. Et ensuite, une fois informés, même avec la demande, il y a des freins puisqu'elle est refusée. Alors qu'elle est plus que potentiellement, elle est réellement utile. C'est pour et ça elle que est refusée pendant des mois et des mois et des mois. Oui, alors là encore, j'en reviens au soutien vraiment très important du monde associatif. Parce que dans le champ associatif, que ce soit comme nous, associations de familles et d'usagers, que ce soit les associations du champ social ou médico-social, ou que ce soit le secteur social, par exemple des CMP, où il y a des gens qui sont formés à cela, eh bien, vous avez là des personnes qui peuvent accompagner justement aux demandes et savoir comment formuler les demandes. Et c'est pour ça que sur le site de l'UNAFAM, par exemple, vous trouverez tous les guides et les documents nécessaires pour savoir comment bien remplir les dossiers de demande MDPH pour les aides passant par la MDPH, parce qu'il n'y a pas que des aides passant par la MDPH. Mais voilà, c'est très important d'avoir des relais comme des relais sociaux et médico-sociaux pour l'accès aux droits. Parce que la question des droits, il ne suffit pas d'avoir des droits, il faut qu'ils soient mis en œuvre effective. Et la question de la mise en œuvre effective, ça c'est une autre... C'est pour ça que tout à l'heure je parlais du combat. C'est un combat encore qui reste à mener. C'est pas parce que ces droits existent aujourd'hui, il y en aura d'autres qui sont encore militer pour d'autres droits, mais il va falloir tous ensemble qu'on se mobilise pour cet accès à des droits effectifs. Exactement. Est-ce qu'il y a une autre et dernière question? Combien de temps on peut prolonger sa situation dans le cadre de la DMSHP? Est-ce qu'une personne qui a été en séjour au DMSHP peut prolonger et combien d'années? Suivi par le système, accompagné. Spécifiquement, pour parler spécifiquement du DMSHP? Oui, des mesures. Est-ce qu'elles peuvent être renouvelées? Oui, en fait, il y a une notification d'orientation donnée que l'on dépose à la MVA avec la personne. C'est une notification qui, d'emblée, est donnée en général pour 3 ans aujourd'hui. Ça peut être un peu plus parce que quelquefois la MDPH, la MVA
va associer cette orientation à d'autres demandes comme la hache. Donc, quelquefois, on a des notifications pour 5 ans. Après, nous, la temporalité, c'est la personne que l'on accompagne qui va la donner. Donc, on se base sur cette notification d'orientation, mais c'est un accompagnement qui peut durer 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, enfin, qui peut être renouvelé. On accompagne la personne dans son renouvellement à partir du moment où elle a encore des objectifs et des demandes pour être accompagnée. Oui, oui. Ok, Pas d'autres questions. oui, pas d'autres questions, oui. Non. Ouais. Et ben, encore une fois, merci pour votre attention. Merci.